Bonjour à tous, aujourd'hui je suis pour le coup pas chez moi, mais chez Daniel qui est présent avec moi et qui m'a fait le plaisir de m'accueillir. Et en définitif, là je suis dans le nord de la France, un petit peu avant, entre Lille et Lens, hein, c'est à peu près ça. C'est ça, c'est tout Et puis du coup, voilà, je me retrouve devant toutes tes parcelles, de tout ton projet qui maintenant a une bonne année, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, voilà, on arrive tout doucement à un an, on a commencé en fin novembre de l'année dernière et voilà, on a ici le résultat après un an de culture. Je dirais une culture réalisée par deux néophytes complets, quoi. On n'avait absolument aucune connaissance de la culture au potager avant de démarrer et pourtant je pense qu'on a quand même réussi quelque chose avec pas mal d'erreurs réalisées aussi dont on a bien pris acte, mais voilà, c'est possible, ouais. D'accord, donc un an après, avec en fait pas grand chose, qu'est-ce que tu mets au niveau de ce que tu amènes? Est-ce que c'est que du compost? Est-ce que tu ne mets absolument rien et tu laisses les choses se mettre en place? Alors on a effectivement décidé de renoncer aux intrants, hein, donc chimiques en particulier, même ceux qui sont réputés naturels. Donc il y a absolument aucun produit de traitement, il n'y a pas plus de bouillie bordelaise que des quelconques purins ou bon, enfin de toute façon on n'a pas le temps de faire ces produits-là. Et puis on est parti sur le modèle un peu développé par DJ en Alsace, DJ Emstetter, Oui. sur le potager du paresseux. Oui, qui a une chaîne aussi YouTube. Voilà, Ouais. c'est-à-dire sur la culture sur foin. Ouais. Et donc on s'est dit que ça serait peut-être bien de tenter ça ici. Et on a peut-être adapté un petit peu ce système-là en enrichissant un petit peu notre sol avec du crottin de cheval. Voilà. D'accord. Hein, ça, il y a toujours une double couverture en quelque sorte. D'accord. Le crottin et le foin et notre compostage de surface d'ailleurs par-dessus. Hein, D'accord, voilà. je vois que tu mets aussi beaucoup de fans de légumes au niveau du compostage de surface. Ouais, Ça, tout c'est à quelque fait. chose Ouais. donc du coup, tu compostes à la fois en ton composteur, mais aussi sur ta parcelle. Ouais, le composteur était là quand on a pris possession du jardin, donc il nous sert un peu de poubelle. Je pense qu'à un moment donné, ce qu'il y a dedans, finalement, ça partira plutôt à la déchetterie. Hein. On n'est pas vraiment dans un processus à proprement parler de compostage. Hein. C'est pas l'idée. Hein. Le compostage, on souhaite qu'il se réalise sur les parcelles elles-mêmes, et puis qu'il alimente un petit peu, tout ce qui vit dans notre sol, que ça soit tant qu'à faire profitable à la biologie de nos parcelles plutôt que sous le composteur, quoi. Hein. Ouais. Là, ça nous intéresse pas d'avoir des vers amassés là-bas sous le mètre carré que représente la base du composteur. On s'en fout complètement. Les vers, c'est ici qu'on les veut, par exemple. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'en plus ça te fait du boulot en moins parce que tout à fait. C'est pas un travail qui est pas rapide en tout cas, ni même facile. Faut tout vidanger, le ramener. Après, ça dépend les quantités qu'on a, mais on mine de rien, il y a pas tellement on compose sur sa parcelle directement. En toute logique, on a éliminé une partie du travail. Et c'est un des préceptes de la permaculture, bien entendu, d'essayer de minimiser le boulot qu'on peut avoir à faire tous les jours. Ah, tout à fait, ouais. Il y a ces cultures assez locales que tu préfères ici, ou est-ce que tu es un peu sur aussi d'autres choses, pas forcément quand je dis local, c'est-à-dire des variétés de légumes qui sont connues, utilisées dans la région en tant que telles. Après, je sais que chaque région a un peu ses spécificités en termes de variétés. Je sais pas si toi c'est ce que tu utilises. Alors, on s'est un peu posé la question. Alors, on a d'abord vu un aspect qui a été prédominant, c'était le côté reproductible. Et donc on s'est orienté vers Cocopelli. D'accord. Reproductible, ok, ce caractère-là était satisfait dans notre commande. Par contre, on n'a peut-être pas suffisamment exploré les variétés qu'on a retenues, et certaines effectivement n'étaient pas vraiment adaptées à notre terroir. C'était le cas des petits pois douce Provence. Alors nom il donne envie. ça parle, hein, les petits pois douce Provence, ça a été vraiment pas une réussite. On a mis d'autres petits pois par la suite juste derrière, et c'est parti.
parti comme voilà. C'était une explosion. Ce qui prouve que les variétés, quand elles sont pas locales, ça a un peu plus de mal. Compte. Alors ici dans le Nord, on a un semencier qui s'appelle Bokeh, qui est distribué un peu partout, hein, soit en ligne, soit dans les gammes vertes du coin, etc. On peut le trouver facilement. Et là, ce sont plutôt des semences effectivement réputées indigènes, hein, voilà, ou en tout cas adaptées à notre terroir. Donc on va peut-être essayer à l'avenir de travailler avec ces graines là, quoi. Ouais. Tu les reproduis? Alors on reproduit pas tout. Là on a des betteraves par exemple qu'on va essayer de reproduire. Là aussi des betteraves jaunes. Betteraves rouges on va reproduire également. On a reproduit des haricots, ça c'était facile à faire. Haricots verts, haricots blancs, les fameux tarbés là, hein, à rame, ils ont super bien fonctionné ici. Haricots aussi, les haricots violets là, Blowfield. Ah ok, voilà. C'est pas purple. Ça c'est pareil aussi, on a récupéré. Bon, ça ce sont des graines. Bah voilà. Tu laisses monter à maturité. Voilà, c'est facile à reprendre. Tomates, concombres, on a récupéré quelques graines également. Potirons bien sûr. Voilà. Par contre, on se voit pas récupérer des graines de laitue ou de choses comme ça. C'est un peu plus technique. On va pas rentrer dans le pour gagner pas grand chose. Et encore une fois, il y a aussi la gestion de notre temps. Et, ça compte. Voilà. Ça compte. Parce que la graine, ça prend du temps. Hein. Ou de l'effort fourni tout simplement, de l'énergie qu'on va y mettre. Donc bon, il y a les graines faciles, ok, on y va. Les autres, on renouvelle et puis voilà, ce sera bien comme ça. Hein. Ta terre, tu la distinguerais comment? Quelle nature? Alors on a un sol, on est sur un terroir quand même plutôt argileux, hein, dominante argileuse, hein, très clairement. D'ailleurs ça m'avait amené un petit peu à amender, hein, donc une petite correction au niveau de la structure de mon sol, avec de la chaux, hein, pour que ce sol soit davantage perméable, et puis pour assurer aussi la bonne constitution du complexe argilo-humique, super important, hein, puisque c'est ça qui va déterminer ensuite la bonne nutrition de nos légumes derrière, quoi. Donc voilà, j'avais apporté tout à fait au début lorsqu'on a pris possession du terrain, donc ça va faire 1 an, une bonne quantité de chaux, et il y aura peut-être un chaulage l'année prochaine, sans doute pas cette année, l'année prochaine, mais vraiment d'entretien, un chaulage d'entretien, donc vraiment très voilà, une quantité infime. Hein. La raison du chaulage, elle venait de quelle observation? Le test du boudin, le test du boudin que fait, que t'as dit que ça, la terre est clairement argileuse, sa couleur nous renseigne également. Et puis dans le champ voisin, il y avait des flaques, hein, clairement. Donc voilà, on avait vraiment à faire un sol par endroit suite à un tassement qui pouvait devenir clairement imperméable. Hein. Donc là, voilà, ici on a essayé de corriger ça, et on essaye également de ne pas mettre un pied dans nos parcelles. Hein. On s'en tient au chemin. Les parcelles sont calculées de telle manière qu'on arrive à travailler jusqu'à la moitié d'entre elles sans y mettre les pieds, puis après on prend par l'autre côté, et voilà. Et donc il y a 0 tassement dans les parcelles, et du coup il en découle aucun travail du sol non plus. Hein, on bêche pas, on greline même pas, quoi. Donc voilà, il y a vraiment rien. Hein. Hein, c'est pas utile. Hein. Non, surtout quand tu as des beaux cadres comme ça, en toute logique, ça détermine, ça délimite bien chaque zone, et ça évite effectivement tous ces tassements qui au fil du temps rendent le sol moins perméable, en tout cas. C'est ça, c'est ça. T'arrives à quelle quantité t'as sorti cette année? Je parle pas en kilos, hein, forcément. On a pas pesé, c'est vrai. Ça a été tellement important que, pour tout dire, je serais tenté de peser l'année prochaine quand même. D'accord, pour savoir une petite idée. Pour savoir un peu, parce qu'on a été assez impressionnés. On a largement alimenté les copains, la famille, etc. En plus de nous deux, il y a 150 mètres carrés, effectivement, pour nous deux. 150 mètres carrés pour vous, c'était beaucoup trop, donc c'est vraiment très très bien sorti. Il y a quelques légumes pour lesquels ça n'a pas marché, les choux-fleurs par
par exemple. Là, on n'a pas réussi. Faudra qu'on essaie de comprendre pourquoi. Mais sur ou ces fameux petits pois dont je parlais tout à l'heure. Mais sinon, sur l'ensemble du potager, honnêtement, on a eu des betteraves records, je crois, vraiment assez étonnantes. On a eu des très grosses tomates aussi. Voilà, enfin des beaux choux verts, il n'y en a plus là. Je les ai déjà tous mangés. Enfin voilà, non, ça a été vraiment un volume assez important. Ouais. Ouais, super. Ouais. Je vois que t'as une petite serre, c'est quand même une serre intéressante. Tu l'utilises surtout pour quoi? Alors, elle fait 9 mètres carrés cette serre, et sa vocation en fait c'est d'accueillir les tomates essentiellement. D'accord. Et d'autres choses qu'on a loupées, c'est-à-dire les poivrons et les aubergines. Ok. Voilà, on a eu un poivron, un malheureux poivron sur un plan qui n'a pas dépassé ça de hauteur. Ouais. Semé par nos soins, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc là, l'année prochaine, je pense qu'on va en plus de nos tentatives de semis, acheter quand même un plan ou deux de gagner un peu plus de temps de poivrons et d'aubergines pour assurer le coup. C'est compliqué, en tout cas dans la partie nord, je parle pour ceux qui sont dans la partie sud, parce que moi je prends toujours la Loire comme limite, et au-dessus de la Loire, en dessous de la Loire, et c'est vrai que pour ceux qui sont dans le sud, c'est quelque chose qui est assez, plus ou moins facile à faire, mais nous qui sommes plus dans le nord, c'est quelque chose de plus complexe à réaliser. C'est sûr. On manque de temps et de chaleur bien entendu pour arriver, donc on essaie de mettre un maximum de choses de notre côté. Moi c'est la même chose, j'ai du mal avec les poivrons, les aubergines, moi, ils sont dans un pot, tu vois, je les rentre chez moi l'hiver, et je les ressors au printemps. Alors, ça me fait une plante de dingue maintenant. Mais c'est mon truc, c'est même plus une annuelle, tu vois, c'est devenu une vivace à force. Bon, mais c'est pas avec ça que je fais que je suis autonome au poivron. Ça me fait 2-3 poivrons dans l'année, histoire de se dire que j'ai des poivrons, mais c'est compliqué. En pleine terre, moi, ça fonctionne pas, c'est impossible, j'arrive pas. J'ai testé 2 fois de technique. Il n'y a pas assez de chaleur pour que ça fonctionne. Non. Puis au moment du semis, je crois qu'il y a déjà des soucis. Il faudra apporter de la lumière artificielle. La chaleur suffit pas. Au moment où ça demande beaucoup de chaleur, on essaye qu'il fasse chaud, ok, mais de toute façon les jours sont pas assez longs. Donc, voilà, il y a des contraintes techniques quand même. Effectivement, tu as raison. À mon avis, qu'on aura du mal à contourner. C'est faisable, mais après c'est toujours pareil. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de mettre 100 € par mois d'électricité en chauffage et en lumière pour avoir un poivron? T'achètes 2 € le kilo. Bon, après faut voir le truc. Alors après, tout à fait au début de saison, il y a eu quelques salades aussi dans la serre. Mais avant les tomates et tout ça, on avait fait quelques laitues. Tu commences ta saison à partir de quelle période, quel mois? Les petits pois, février, c'est bien, on commence. D'accord, dès février, tu lances... C'est ce qu'on a fait cette année en tout cas. Et... Bah, on tient plus. À ce moment-là, il faut nous laisser faire parce qu'on tient plus. On est pressé de commencer. D'accord. Je vois que tu as des voisins autour de toi. Ils sont dans ils font un peu ce que tu fais ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, on est un peu le mouton noir à l'échelle du jardin, quoi. Ça fait l'objet d'une curiosité bienveillante, je vais le dire comme ça, c'est vraiment ça, de la part de nos voisins de parcelle un petit peu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Puis là aujourd'hui on a un peu plus de questions, un peu des précisions par rapport à l'itinéraire technique qu'on a retenu. Parfois même, on entend un peu, je vais faire pareil. Alors après, il y a des résistances au changement. Tu sais, des gens qui sont sur un modèle depuis, parfois, c'est en décennies que ça se compte, parfois. Plusieurs générations. La réforme, c'est pas toujours, pas toujours facile. Ça s'entend d'ailleurs. Bon, puis je suis pas vraiment dans le prosélytisme non plus. Je me contente de faire mon truc. Rien que le fait de montrer que ça fonctionne, c'est déjà en soi une bonne démonstration en tout cas. Ouais. Ça marche bien. Pour l'eau, vous faites comment? Alors pour la flotte, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont bénéficié de chalets il y a quelques années. D'accord. Donc avec la petite toiture qui va avec et du coup une cuve assez rapidement pour pouvoir récupérer l'eau. C'était pas notre cas, il n'y avait pas de chalet sur cette parcelle ni celle d'à côté. Enfin de ce côté-ci il n'y avait pas de chalet. Mais j'ai la chance d'avoir un garage là qui donne juste à côté. On le voit pas, mais bon, c'est un garage. Qui appartient aussi à un jardinier ici, qui très très gentiment a mis en place cette gouttière ici il y a quelques semaines, et donc qui permet d'alimenter 3 cuves là maintenant. Voilà. C'est des cuves de 1000 litres ça. C'est des cuves de 1000 litres, donc qui ont été aussi
eh bien, subventionné par l'association qui gère ce grand espace, quoi. D'accord. Donc voilà, hein. Donc ça fait partie des choses, ça, la mise en place de la clôture ou des chalets. Il y a aussi du compost pour ceux qui en auraient besoin, qui est livré. Il y a un tas de compost en hiver là qui est livré aussi à destination de qui en a besoin. Voilà, donc ça c'est des choses intéressantes. Donc on a fait notre première année, pour revenir sur l'eau, absolument sans eau, uniquement avec le paillage de foin, hein, la couverture de foin, c'est tout. Et cette année, alors un peu d'eau qu'on ramenait nous-mêmes pour les besoins de la serre, évidemment. Et cette année, voilà, on va bénéficier de cette cuve et puis qu'on va gérer, parce que j'ai vu pour ceux qui disposaient d'une cuve, ça part très vite. Hein. Ça, c'est clair que donc ça sera réservé, je pense, quand même au repiquage, à la limite, au semis, des choses comme ça, mais pas pour alimenter. Je suis dans l'idée vraiment que les légumes après ils doivent se renforcer et puis qu'ils descendent les racines plus profondes, qu'ils aillent chercher l'eau là où elle est, quoi. Qu'ils se débrouillent un peu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mise en place de jardin sans eau. Que je préconise souvent. Pratiquement, pratiquement. Ouais. Non mais c'est classe. Et du coup, moi ce qui t'a fait connaître, c'est que tu as une chaîne YouTube. Tu peux en parler vite fait? Alors ouais, YouTube et moi, ça a commencé d'abord par la pêche, donc j'ai longtemps animé une chaîne dédiée à la pêche. Et puis, quand on a, de manière un peu naturelle finalement, quand on a démarré ce projet, on s'est dit tiens, et si on partageait avec les gens ce qu'on fait, ça sera un bon moyen d'être dans l'échange. De toute façon, t'en fais la démonstration aujourd'hui. Et dès les premières vidéos, vraiment, on a commencé à recevoir des avis de l'un et l'autre et des recommandations, etc. Et voilà, on s'est retrouvé en situation d'échange. Alors là, on était comblés et puis ça nous a clairement encouragés à poursuivre. Et puis, j'ai posté, je crois, le 30e épisode ce matin, qui était tourné là hier ou avant-hier. Là, voilà, on séquence ça un peu on essaie de faire des épisodes un peu thématisés, avec une problématique claire qu'on souhaite aborder. Et puis à l'image un peu de ma chaîne de pêche, si j'ai rien à dire, je tourne pas, quoi. Je veux pas, tu sais. T'es pas tenu par une régularité dans laquelle non, a priori, voilà, c'est un peu la motivation, c'est plutôt de quoi j'ai envie de vous parler, ou voilà, qu'est-ce que j'attends de vous, peut-être parfois, hein, plutôt. Ça peut être aussi sous forme de questions. Et voilà. Et donc le potager qui dit non, donc sur YouTube. Je vous mets la description, enfin je vous mets le lien de la chaîne dans la description juste en dessous là. Elle sera présente. Voilà, donc le potager qui dit non aux intrants, qui dit non au travail du sol, qui dit non à des tas de choses, hein, mais qui dit oui à la bonne bouffe en l'occurrence, parce que j'ai redécouvert les légumes. Le potager qui dit non, donc sur YouTube, va fêter ses 1 an d'existence à peu près en même temps que le jardin, ici fin novembre, quoi. Voilà. Bien. Ouais, c'est un magnifique outil YouTube. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment. Il y a eu des rencontres aussi physiques avec des jardiniers pas très loin d'ici, dans les bleds autour, qui se sont rendus compte qu'on était voisins, qui sont venus, alors avec quelques graines dans la poche en plus. Tiens, t'essaieras ça. Et c'était. Je dis mais c'est vraiment génial cet outil, quoi. On continue, évidemment. Hein, voilà. Et puis c'était un peu l'occasion aussi de partager un peu ailleurs que dans ma classe, partager un peu le socle dont je dispose sur les techniques plutôt agronomiques ou de biologie végétale, etc., ce genre de choses. Voilà. Super. Bon, en tout cas, l'idée c'est que de continuer l'année prochaine, de refaire pas forcément les mêmes erreurs, en tout cas continuer. De toute façon, on en fait toujours des erreurs, on a toujours à en apprendre, et je crois qu'on n'en sait jamais vraiment totalement assez. Mais l'idée va être là pour toi. Ça te suffit en surface? Alors, ça nous suffit, on n'en a jamais assez. Ça suffit à nous nourrir. Ça, c'est clair qu'on pourrait viser l'autonomie en termes de... Si j'étais un peu plus rigoureux et puis moins difficile, si j'appréciais peut-être davantage les légumes d'hiver, par exemple, on pourrait, je pense, viser une autosuffisance alimentaire. En tout cas, en termes de légumes. Voilà.
Bon, c'est pas encore, on n'en est pas encore là, mais voilà, on pourrait amplement avec cette surface, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'un couple comme nous pourrait largement exploiter la moitié de cette surface, ça serait encore très bien. Donc bon, mais après le partage, enfin ce qu'on a pu aussi distribuer à droite à gauche, c'est super de le faire, quoi. Donc rien qu'à ce titre-là, c'est intéressant de conserver cette surface-là, et même encore un peu plus parce que on évoquait tout à l'heure la question des pommes de terre qui prennent beaucoup de place. C'est vrai que là, elles n'ont pas très bien trouvé leur place dans notre système, ou alors il faut sacrifier quasiment 2 planches de culture complètes à destination des pommes de terre. Il n'y en est pas trop question aujourd'hui, on préfère quand même rester sur d'autres légumes qui nous intéressent davantage. Donc si on voulait vraiment se remettre à faire des pommes de terre, ça a très bien marché cette année. Il faudrait pour ça qu'on puisse accéder à un petit espace supplémentaire. Et puis en plus, les pommes de terre, elles ont du mal à s'associer avec, enfin elles s'associent quasiment avec rien. Avec pas grand chose en tout cas, donc ouais, ça c'est toujours compliqué, ça nécessite une parcelle entière pour ça. Du coup, je vous dis à une prochaine vidéo dans très bientôt, et puis en attendant, comme d'habitude, ma phrase fétiche, votre liberté, elle vous appartient, ciao ciao.